Il est 11 heures, on va commencer. L'intelligence artificielle est ponctuelle. On va mettre un peu de mécanique là-dedans. Bonjour à tous, merci donc de venir participer à cette conférence. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à poser des questions, à interrompre. Et si les questions viennent lentement au début, on réservera un petit temps pour les questions à la fin. Donc moi je suis Thierry de Vulpilière, j'ai fondé il y a à peu près 6 mois une petite start-up, petite pour le moment, qui s'appelle Evidence B et qui justement, s'intéresse aux sciences cognitives, à l'intelligence artificielle et à la manière dont de ces recherches on peut commencer à trouver des applications qui peuvent aider les enseignants dans leur travail d'enseignement. Et je vais animer cette table ronde avec les 3 invités que je vais dans un premier temps laisser se présenter, puis ensuite on fera des petits focus sur leur spécificité à chacun, puis ensuite on verra si c'est des voies parallèles ou si on peut se parler. Pauline, peut-être juste une présentation au départ, et puis ensuite on va... Bon, alors bonjour, je m'appelle Pauline Roveillaz. Alors moi, initialement, je viens de maths, j'ai fait des études de maths et j'ai été enseignante après au collège et au lycée en mathématiques. Et suite à cette expérience, je me suis tournée vers les sciences cognitives. Donc je suis actuellement étudiante au CogMaster, donc il y a un master de recherche en sciences cognitives qui est cohabilité avec l'ENS Paris-Descartes et le HESS. Et je fais un stage de recherche avec Stanislas Dehaene sur l'apprentissage des mathématiques. Merci beaucoup. Suzanne Pouliot. Voilà, bonjour, Suzanne Pouly. Donc j'ai fait une thèse en informatique à l'université, qui était à l'époque l'université Pierre et Marie Curie. Donc j'ai travaillé avec l'ABEX Ville, Observatoire de la vie littéraire. Donc l'idée était donc de pouvoir appliquer les techniques informatiques aux problèmes qu'ont les littéraires, par exemple détection de comparaison, détection de noms dans les textes ou détection des épithètes, ce genre de choses. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Franck Mestre. Je dirige un lieu qui est dédié à l'innovation, qui est situé sur Massy et qui s'appelle le Y Massy-Saclay, qui a 3 ans d'existence, qui a été créé, que j'ai créé pour BNP Paribas. Et la spécificité, c'est que aujourd'hui, j'ai mis en place un Creative Lab basé sur les neurosciences pour accompagner la transformation des organisations. Et j'ai une double casquette, je suis banquier et psy, et je vous en parlerai un peu plus. Merci à tous les 3. Peut-être Suzanne, donc pour commencer, on a commencé par l'intelligence artificielle, ça tombe sur vous. Donc peut-être du coup rentrer un petit peu plus dans vos recherches. Effectivement, celles que vous avez faites peut-être dans le cadre de ce LabEx commun entre Paris 6 et Paris 4. C'était les premiers efforts de jonction entre les sciences humaines et les sciences dures. Et donc là, je sais qu'il y a eu un certain nombre de projets, notamment sur ce que vous aviez évoqué un peu sur la linguistique ou sur les... Oui. Oui, voilà, donc en fait, comme on le sait tous, on est dans l'ère du big data. Donc au niveau de la littérature, ça se traduit par beaucoup de textes qui sont numérisés, beaucoup de textes du 16e, du 17e, 18e, 19e, etc. Et donc dans le cadre de l'ABEX Ville, il y a un fort effort de numérisation, donc de production, d'édition critique de ces textes-là. Donc il ne s'agit pas juste uniquement de les mettre, sous forme numérique pour que les gens puissent faire du copier-coller, mais peut-être d'ajouter plus d'informations. Donc tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de la détection d'entités nommées. Par exemple, quand on a un corpus critique sur Molière, on veut savoir si quelqu'un écrit sur Molière, peut-être qu'il mentionne d'autres écrivains, ce genre de choses. Ce qui permet que d'autres chercheurs peuvent extraire automatiquement après ces informations, plutôt que d'avoir à les chercher. Mon travail au cours de ma thèse était principalement sur la détection des comparaisons figuratives. Donc, être comme, etc., beau comme, joli comme, voilà. Donc, et l'idée est la même. L'idée était de pouvoir, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur les comparaisons figuratives, on s'intéresse beaucoup plus à la métaphore, mais l'idée était de pouvoir automatiser le processus de détection de ces comparaisons-là dans les textes pour
pouvoir, par exemple, vérifier certaines hypothèses sur leur progression ou voilà, l'utilisation d'un certain type de comparaison figurative à une époque ou dans un certain groupe d'auteurs, etc. Alors, ce genre de travail, effectivement, il y a la partie informatique, il y a une partie sciences cognitives parce qu'on a beaucoup étudié les comparaisons figuratives, les métaphores du point de vue cognitif. Mais il y a aussi une partie vérification parce qu'une fois qu'on a développé un algorithme, il faut bien se dire, OK, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas? Et donc, pour ce faire, on a décidé de créer une plateforme d'annotation qu'on a voulu ludique et pédagogique en se disant que la comparaison entre aussi dans le cadre des études scolaires, etc. Donc, ça pourrait servir à des enseignants et ce genre de choses. Donc, grosso modo, la plateforme qui s'appelle Dissimilitude, pour ceux que ça intéresse. Dissimilitude. S'appelle Dissimilitude. Donc, grosso modo, on a sélectionné manuellement des extraits de poèmes en prose, elle en français et en anglais, donc des poèmes en prose principalement du 19e. Et il s'agit typiquement de mettre un extrait de texte, de demander est-ce qu'il s'agit d'une comparaison ou pas, et après voilà, il y a plusieurs étapes. Est-ce qu'il s'agit d'une comparaison? Où est le comparant? Où est le comparé? Et on peut aussi vérifier différentes hypothèses qu'on avait, par exemple le comparant, le comparé. Est-ce qu'il s'agit juste voilà, d'un élément, d'un nom, comme c'est souvent dans la littérature? Est-ce que c'est plus un groupe nominal, ce genre de choses? Comment ça fonctionne? Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les questions servent aussi à vérifier certaines hypothèses cognitives. Et l'un des points aussi auxquels on a tenu, c'était d'avoir des aides. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de groupe nominal. OK, quelqu'un peut avoir une question bête. Donc, c'est quoi un groupe nominal? C'est quoi un comparant? C'est quoi un comparé? C'est quoi une comparaison? Donc, à chaque étape, on essaye d'accompagner, voilà, de définir, de donner des exemples, et on a un tuto pour expliquer tout ça. Donc, grosso modo, c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé. Et du coup, pour creuser un petit peu, à qui est destiné? Parce que cet outil est accessible en ligne. Il est accessible en ligne. À qui, pour vous, c'est destiné? C'est des enseignants qui pourraient faire ce travail que vous décrivez sur maîtriser pour leurs élèves les termes d'une comparaison? Ou est-ce que c'est à fin de recherche pour que vous ayez, dans ces corpus de textes qui ne sont pas encore qualifiés, eh bien, toute une série de qualifications de comparaison pour enrichir la détection des comparaisons, des distinctions par rapport aux métaphores? Enfin, quelles sont les finalités de cette... La finalité, en fait, c'est pour tout public. C'est vrai qu'effectivement, on a pensé, comme je disais, au côté pédagogique. Donc, on a quand même essayé de ne pas le faire de manière très, très spécifique. Un exemple tout bête. Donc, au début, moi, la première question, c'était est-ce que c'est une comparaison figurative ou pas? Au milieu pendant les tests, parce qu'on a fait plusieurs tests avec des membres du projet et d'autres membres du labo, on s'est rendu compte que c'était déjà trop compliqué de demander là d'emblée est-ce que c'est une comparaison figurative, est-ce que ça n'en est pas, parce que voilà, il faut réfléchir, etc. Donc, c'est pour tout public. Et la finalité, en fait, c'est donc il y a bien sûr vérifier les différentes hypothèses, mais c'est surtout aussi de construire ce qu'on appelle corpus annoté, c'est-à-dire on va reprendre tous les textes, tous les extraits, et on va maintenant rajouter toutes les informations que les gens ont mises. Effectivement, le problème avec ce genre de travail, c'est que la majorité l'emporte. Donc, si la majorité a tort, donc on va mettre des trucs qui sont pas exacts. Mais l'idée, en fait, c'est voilà, d'avoir par exemple une phrase. On va dire, ok, j'ai cette phrase-ci dans ce poème. Par exemple, on a des poèmes de Baudelaire. Dans ce poème-là, j'ai cette phrase-ci. La majorité dit ceci est le comparant, qui est un animal. Cela est le comparé, qui est, je sais pas, un objet. Et on peut, on produit un texte comme ça qui va servir plus tard à d'autres personnes pour la recherche, pour pouvoir tester d'autres algorithmes ou tester d'autres théories, voir comment les gens appréhendent ce genre de questions. Dernière question, du coup, vous incitez une
population particulière à venir sur des similitudes, par exemple des enseignants de français en lycée ou en collège, ou c'est le bouche à oreille autour du groupe de recherche? Comment on fait connaître et qui vous souhaitez? Est-ce que l'audience est bienvenue sur ce site, ou vous préférez que ce ne soit pas leur majorité qui déforme vos recherches et que... Non, tout le monde est le bienvenu, mais c'est vrai qu'effectivement, étant dans le domaine académique, ayant surtout accès à des canaux de diffusion académique, effectivement, les principales personnes à qui on en a parlé, parce qu'elles sont inscrites dans cette liste de diffusion-là, ce sont les enseignants. Et surtout les enseignants au niveau universitaire, mais maintenant en leur disant, OK, vous êtes libre d'en parler à d'autres personnes, etc. L'idée aussi était de pouvoir, donc on a eu différents contacts, essayer de faire entrer à l'éducation nationale, ou, voilà. Mais bon, c'est encore, c'est pas aussi facile qu'on l'imaginait, donc c'est encore en cours. Mais après, donc voilà, c'est tout public, y a pas... Parce que l'idée, franchement, de ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est d'avoir le maximum de personnes, parce que comme on a dit, la majorité l'emporte. Donc plus on a de personnes, plus on a d'avis, et même les erreurs, en fait, sont intéressantes, parce que savoir que les gens pensent, voilà, je prends un exemple bête, que CRI est quelque chose de concret, ça peut être intéressant de dire pourquoi certaines personnes pensent que c'est concret et pourquoi d'autres non. Donc voilà. Merci. Pauline Roveillaz. Donc là, on passe a priori sur un autre angle qui est plus l'approche non pas par l'IA, mais par le cerveau, les sciences cognitives. Là, il y a eu encore des interventions de M. Blanquer ce matin, il y a eu la revue des écoles samedi, donc c'est des sujets qui sont très portés en ce moment. Vous travaillez moins sur les maths, moins sur le français, mais plus sur les maths. Peut-être que vous pouvez dire un petit peu sur comment ces Sciences Co appliquées aux maths peuvent apporter des choses aux enseignants. Alors, je peux parler un petit peu des recherches que je suis en train de mener. Donc, moi, je suis au laboratoire de Neurospin, sous la direction de Stanislas Dehaene, qui est juste à côté. Et l'idée, c'est de voir un peu comment le cerveau appréhende l'apprentissage des mathématiques comparativement à l'apprentissage de d'autres matières non mathématiques. Et donc, pour l'instant, on s'intéresse à l'apprentissage de mathématiques à un niveau assez élevé, puisqu'on a des sujets qui sont en première année de mathématiques, de première année de licence de mathématiques. Donc en fait, l'idée, c'est de soumettre dans un IRM fonctionnel, de soumettre des stimuli qui sont des phrases mathématiques, dont certaines sont connues, d'autres ne sont pas connues, et d'avoir l'équivalent en non mathématiques pour toujours avoir un contrôle. Et on fait soumettre ces phrases-là au sujet qui se trouve dans l'IRM. On regarde un peu l'activation cérébrale. Ensuite, il y a toute une partie d'apprentissage. On a préparé du matériel pédagogique, donc des petites vidéos qui sont censées expliquer des concepts assez compliqués, mais de manière plutôt simple. Donc les sujets les visionnent. Et là, on va regarder ce qui se passe aussi dans le cerveau. Donc on a des vidéos mathématiques et des vidéos non mathématiques. Et à la suite de cet apprentissage, on refait écouter au sujet les stimuli du début. Et normalement, les vidéos leur permettent de comprendre des phrases qui, initialement, leur étaient complètement inconnues. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu les activations cérébrales avant, pendant et après apprentissage, pour les maths, pour les non-maths, pour les phrases connues, pour celles qui ne l'étaient pas, et voir s'il y a une certaine évolution. Donc là, nous, on s'intéresse à des concepts assez abstraits chez des étudiants, mais on peut tout à fait imaginer ce genre d'expérience chez des enfants. D'ailleurs, il y a d'autres chercheurs qui emmènent un petit peu le même style. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est un peu au stade d'exploration. Ça n'a jamais vraiment été fait. On va voir un petit peu quelles sont les activations cérébrales. Et ensuite, on adaptera ça à un public beaucoup plus jeune. Voilà. Et du coup, entre l'étape 1 et l'étape 2, ce que vous vérifiez, c'est le mode d'explication qui est efficace. Quel est le... On cherche à déterminer. On essaie de voir s'il y a une différence. En fait, les vidéos, qu'elles soient mathématiques ou non mathématiques, sont construites de la même manière. Et donc, on essaie de voir s'il y a une différence d'un point de vue de l'activation cérébrale entre l'apprentissage des concepts mathématiques et l'apprentissage des concepts non mathématiques.
Dans l'idéal, oui, ce serait bien. Après, dans le monde de la recherche, on est toujours obligé de se focaliser sur des petites questions. Donc, on commence comme ça. Et puis, après, oui, l'idée serait on peut imaginer de tester plusieurs matériels pédagogiques, avec vidéo, sans vidéo, voir ce qui est le plus efficace. Oui, oui, tout à fait, on peut l'imaginer. Là, l'idée, c'est déjà de voir, c'est pas tant de juger de la qualité des vidéos, c'est surtout de voir si on apprend les maths de manière similaire ou différente d'une matière non mathématique. Voilà. Autre question, oui, je vous en prie. À quoi ça sert? Mhm. Et à ce moment-là, il y a rien. Là, le problème, c'est qu'on est contraint par l'utilisation de l'IRM, donc on ne peut pas vraiment scanner les gens pendant l'expérience. Mais par contre, les vidéos, la manière dont je les ai construites, sont assez appliquées. C'est pas, j'ai fait des vidéos de maths de telle manière que normalement, même un non-mathématicien est censé comprendre le concept. Alors, oui, oui, ce que je... Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais ce que je disais juste, c'est que les vidéos c'est pas juste une succession de définitions, c'est à chaque fois des cas. Enfin, c'est un peu réducteur de dire ça parce qu'on s'est placé sur des concepts niveau master en mathématiques, donc il suffit pas de dire que c'est juste des cas appliqués, mais à chaque fois c'est quand même des cas assez pratiques, des exemples d'utilisation, euh, des choses que quand moi, au moment où je les ai apprises, on m'a juste donné une définition mathématique, j'avais rien compris. Et quand après j'ai compris à quoi ça servait, tout de suite je faisais mieux le lien. Et donc on a construit les vidéos mathématiques et non mathématiques comme ça. Après oui, non, il n'y a pas d'application directe. C'est-à-dire que pour l'instant le sujet reste quand même assez passif parce qu'il regarde la vidéo et le moment où il est actif, c'est au moment où après on lui soumet les stimuli. Et ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on lui demande de juger la véracité de la phrase. Ils ont des boutons poussoirs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est le moment où on leur demande de réfléchir. Mais non, il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas d'application pratique. Mais ça peut être une idée d'expérience prochaine pour tester un matériel ou une manière d'enseigner ou ce genre de choses. Ouais, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Peut-être un complément. Et donc, Pauline est dans sa recherche. En revanche, peut-être que dans Neurostypine, ou tu as connaissance d'autres dimensions de ce que fait l'équipe autour de Stanislas Dehaene. C'est vrai que, par exemple, sur les méthodes de lecture, enfin, tous les points que vous abordez sont régulièrement aussi apportés par un certain nombre de travaux en sciences cognitives. Je sais qu'ils insistent beaucoup sur le geste dans l'écriture, donc on est dans de la pratique, c'est pas la pratique expérimentale telle que vous la décrivez, mais en tout cas, cet axe revient assez régulièrement dans les recherches sur les sciences cognitives. Est-ce que tu as en tête du coup des chercheurs qui travailleraient du coup sur cet aspect mise en pratique ou activation même je sais qu'il y avait eu tout un débat sur un moment il y a 3-4 ans
c'était plus du journalisme que des vérités, mais il y avait un certain nombre d'États aux États-Unis qui abandonnaient l'écriture cursive. On a prétendu que la Finlande abandonnait l'écriture cursive parce qu'il suffisait de taper à la machine. Enfin, et des recherches qui arrivaient de Volabo disaient qu'il était structurant de former les lettres. Est-ce que du coup tu as des éléments, enfin je veux dire, c'est pas ton axe de recherche, mais tu as des connaissances d'éléments sur cet aspect-là ou Alors, Montessori a très bien montré l'importance du geste. Après, il ne me semble pas que ce soit quelque chose... Enfin, j'ai pas connaissance de recherche à neurospin récente qui creuse vers cette idée-là. Par contre, il y a des chercheurs à neurospin qui sont en lien directement avec les écoles et les enseignants, et donc qui vont dans les classes, produisent des applications pour apprendre la lecture ou les maths, et qui le testent sur des élèves, avec des écoles, et qui récoltent ensuite les données comportementales. Mais là, on est dans un autre type de recherche parce qu'on n'a pas accès à l'activation cérébrale. C'est vraiment du comportement. Nous, on est dans une branche où on veut vraiment voir quelles sont les activations du point de vue du cerveau. Alors qu'il y a d'autres chercheurs qui vont dans les classes, qui sont vraiment en lien avec les enseignants et qui testent du matériel. Et là, avec la nomination de Stanislas Dehaene par Jean-Michel Blanquer en tant que directeur du conseil scientifique, il y aura sans doute beaucoup plus de partenariats avec l'éducation nationale pour mettre en place je sais pas, peut-être des tests ou des applications sur tablette, et on peut envisager que à un moment donné dans les expériences on fasse venir les enfants à Neurospin et qu'on leur fasse passer des IRM pour voir une quelconque évolution. C'est ce qui avait été fait avec l'expérience de Céline Alvarez par exemple, qui elle était en classe et qui a scanné les enfants après, pendant et après. Dernière question aussi, juste... Oui, allez-y, madame. Oui. Allez-y, oui, je vous en prie. Oui. Mais pour la méthode globale, ça a été une grande partie de la recherche de Stanislas Dehaene,
qui a démontré qu'il fallait... ouais. On a le temps, il n'y a pas de, non, il y a pas de stress. Mais après, le risque, c'est toujours d'avoir des sujets qui jouent pas le jeu sérieusement. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. On a tout un questionnaire de pré-recrutement. On teste un peu leur motivation, leur connaissance déjà acquise, parce qu'on s'assure qu'ils maîtrisent une certaine base, mais qu'ils connaissent pas les concepts qu'on a l'intention de leur apprendre dans les vidéos. Mais après, oui, je suis d'accord, on n'est jamais à l'abri d'un sujet pas très consensueux ou qui vient parce qu'il il est indemnisé pour l'IRM et il prend son argent et il s'en va. Ça, on n'est jamais à l'abri. Après, pour l'instant, j'ai pas encore assez de sujets pour avoir des résultats assez précis. Mais voilà, on a essayé de rendre l'expérience la moins ennuyeuse possible, la plus ludique. C'est des courtes vidéos à chaque fois par concept. C'est court, ça va vite, c'est rigolo. C'est sous forme un peu de dessin animé. Bon. Bon, mais en complément... oui, vas-y. Dans la plupart des classes, notamment des enseignants qui travaillent par donc il faut faire le lien avec les deux. C'est-à-dire que vous quantifiez une activité, mais après il faudrait aussi quantifier avec l'ensemble. Bien sûr. Alors, mais ça, c'est la recherche, ça viendra après. On est obligé de commencer par quelque chose. On s'intéresse à la structure du cerveau. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites dans ce domaine-là, donc on est obligé de commencer par quelque chose. C'est de la recherche, ça peut mener à rien. Il faut avoir bien conçu l'expérience et on peut ne pas avoir les résultats attendus. Et après, suivant les résultats qu'on aura, on affinera, on fera d'autres protocoles, d'autres expériences et on sera plus en lien avec bien sûr, exactement. Nous avons quand même des très grands chercheurs. Il faudrait les associer. Notamment, nous avons de l'IRM. Bien sûr, oui, oui. Et peut-être après, chacun a sa spécificité aussi dans le laboratoire. Et bon, moi, il se trouve que pour l'instant, c'est l'IRM, mais c'est fait en tout cas. Peut-être passer la parole à Franck, juste pour compléter un peu ce qui a été dit par rapport à vos questions. Bon, à la fois, c'est vrai que la question de la motivation, elle est
cas au moins perçu et sans doute démontré comme indispensable, là on est effectivement sur des recherches à chaque fois qui sont pointues, ponctuelles, délimitées et qui ont cette modestie-là. C'est-à-dire qu'elles parlent du champ dans lequel elles interviennent sans extrapoler sur l'ensemble des pratiques pédagogiques, l'ensemble des dispositifs. Et du coup, c'est les limites de ce qui est décrit. Le propre du chercheur, c'est de se tenir à ces limites. Souvent, enfin, les recherches que fait Pauline, et il y a un certain nombre et même Stan travaille aussi sur cette partie-là. Comme on a affaire à des chercheurs en mathématiques, d'une certaine manière, alors visiblement, il y a quelques candidats aux IRM qui sont motivés par finalement participer à l'IRM, mais en tout cas, on n'est pas comme face à une classe qui n'a pas d'intérêt pour Thalès a priori. On est sur une cohorte très particulière, très spécifique, très délimitée. Donc c'est une première limite. On n'est pas effectivement dans une situation où on a pris des élèves qui aimeraient aller en cours de récré plutôt que d'écouter le cours de maths. Donc ça ne dira rien sur cet aspect de la motivation, comme vous l'avez justement souligné. De la même manière, l'outil qui est évoqué là, c'est l'outil IRM, avec effectivement les limites qu'il a. Vous rentrez dans un tube, la capacité à manipuler dans un tube va être assez limitée. Donc ça va dire des choses, mais ça ne va pas tout dire. Moi j'ai vu, mais du coup on en reviendra peut-être tout à l'heure, des enfants avec des casques. Et donc je ne sais pas si ça arrive à saisir des champs électriques. Enfin, du coup, c'est quand même assez artificielle comme situation, mais en tout cas, on peut observer des manipulations un peu plus larges que celles que vous pouvez faire dans une IRM. Et là, on était à Londres il n'y a pas très longtemps dans un laboratoire qui s'appelle le Knowledge Lab, donc qui est un laboratoire plutôt d'intelligence artificielle à l'UCL. Et là, ils ne travaillaient que sur du collaboratif. Comment, à travers l'IA, on peut voir comment interagissent les enfants dans une classe, etc. Donc c'est une des catégories que vous évoquiez comme importante dans l'enseignement et sur lesquelles vous partagez. Du coup, j'ai envie de passer la parole à Franck Mestre. Alors quand je l'ai sollicité pour cette table ronde, je lui ai dit, bon ben voilà, on a des chercheurs qui travaillent sur des champs qui pourraient s'appliquer à l'éducation. Le Y accompagne des dispositifs d'entreprise, de déploiement. Pour que les enseignants aient accès à ces ressources, il faut faire le chemin entre ces recherches fondamentales et un outil qui va pouvoir être pratique, utilisable en classe et dans les enseignements. Et là-dessus, il m'a interrompu, il m'a dit, non mais c'est pas du tout ça. Moi-même, dans le travail que je fais d'accompagnement, j'utilise déjà des Sciences Co et des éléments de ces recherches-là. Et donc sans doute qu'il a une palette, et il s'est présenté en plus comme psychologue, canaliste, psychiatre, je ne sais plus, un psy en tout cas, psychiatre, voilà. Donc avec une compétence par rapport à ça. Et je présume qu'il a du coup des outils d'observation plus larges que l'IRM dans ce qu'il va faire. Donc je vous laisse la parole. Alors, déjà, je dirais qu'on est dans une période assez formidable, puisque les neurosciences n'ont plus un siècle d'existence. Et donc, comme disait Madame, ça devient un outil pour valider ou invalider des expériences passées ou concevoir de nouvelles. Moi, je trouve que c'est un outil extrêmement et un pan de recherche extrêmement incroyable. Et je m'en suis inspiré dans mon travail pour une raison simple, c'est que je trouvais que toutes les premières avancées en neurosciences qui dataient de la fin des années 90 et en particulier de Howard Gardner sur l'intelligence multiple, étaient principalement intégrées dans l'univers de l'éducation. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de les pousser dans l'univers de l'entreprise, puisque un jour on a 3 ans, et puis un jour on a 20 ans, et un jour on a 40 ans, et un jour on a 50 ans. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on n'arrête pas de construire des connexions neuronales à 20 ans, ni à 40 ans, et encore moins à 60 ans. Et donc, c'est de plutôt voir dans la dynamique quelque chose qui commence dès les premiers âges, où j'ai un enfant de 2 ans et demi aujourd'hui, il va rentrer à l'école Montessori à la rentrée, et donc toutes les questions de l'éducation, c'est quelque chose que je suis en train de me poser et qui me passionne profondément, parce que je pense que comme tout parent, on a envie de donner les meilleures conditions à son enfant et de voir comment celui-ci peut évoluer au mieux. Et on sait que en tant que parent, on a un champ important, et aussi les enseignants ont un champ, et à un moment donné, l'entreprise qui va accueillir ces adultes va aussi avoir un rôle important.
Donc, je vais vous dire ce que je fais concrètement dans ce Creative Lab. Depuis 2 ans, on mène une expérience où on fait passer des questionnaires. On a d'abord travaillé donc, sur la théorie de Howard Gardner de l'intelligence multiple. Donc, on a créé des bulles expérientielles sur les 8 formes d'intelligence qu'on a plutôt retenues. Howard Gardner, parfois, parle de 9, un peu plus, de 7, en fonction de celle qui retient ou celle qui ne retient pas. Et après avoir passé donc ces expérimentations auprès de 220 personnes, issues à la fois internes de chez BNP Paribas, mais ailleurs, dans l'univers de l'industrie, dans l'univers de la cosmétique, et dans tous les métiers qu'on pourrait imaginer, même si il y avait une forte composante liée à l'innovation, eh bien on a commencé à faire une première petite analyse, je ne parlerai absolument pas d'études, qu'on a présentée à la directrice de la recherche et développement de l'université Paris-Saclay et de la directrice innovation, et avec qui on a proposé d'aller plus loin sur un projet en open source qui s'appelle aujourd'hui eDiversity, et dont l'objet est de valoriser la diversité de nos intelligences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si, j'imagine que vous le savez, il y a beaucoup de questionnements autour du fameux test du QI, où on voit dans certains pays comme en Grande-Bretagne ou comme en France une baisse des résultats. Et si on prend une comparaison sur les 150 dernières années, que ce soit sur les tests de Galton ou sur les tests du QI en relatif sur les 10 ans, on pourrait dire que l'intelligence humaine aurait plutôt tendance à baisser. Et ceux qui imaginent justement un changement de paradigme disent, en gros, il faudrait une certaine révolution dans le système éducatif pour apporter un nouveau regard sur l'évolution de l'intelligence humaine. Et donc les bulles expérientielles, c'est pour moi une chose très importante, ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des chercheurs, on travaille en collaboration avec des chercheurs, et nous ne voulons pas créer une nouvelle méthode, mais nous voulons créer des kits d'expérimentation, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'expérientiel de chacune des formes d'intelligence, et aujourd'hui on travaille sur 12 formes d'intelligence, pour que les personnes puissent aller du stade de néophyte jusqu'à progressivement un stade d'expertise où il a envie de pousser sa forme d'intelligence. Et ce qu'on a constaté, c'est que le taux d'engagement est extrêmement lié au taux du plaisir. Les deux sont extrêmement importants. Donc ça fait partie typiquement des baromètres ou des thermomètres qu'on surveille et qu'on essaie de regarder. Bien évidemment, il y a un autre thermomètre, c'est celui de la fatigue. On n'en parle pas assez souvent, mais il faut quand même, on parle beaucoup des burn-out dans l'univers professionnel, mais on demande à nos enfants, puisqu'on parle d'éducation, donc je vais vous donner un avis, c'est là sur la partie éducation, ce n'est qu'un avis, je ne suis absolument pas chercheur. Eh bien, quand on voit le rythme de nos enfants, on peut se poser légitimement la question de est-ce que c'est le bon rythme de travail, le bon rythme pour apprendre tout en conservant le plaisir et vraiment faire qu'ils intègrent quelque chose et qu'ils puissent le transformer. Il ne s'agit pas de bourrer leur crâne, bien évidemment, et exactement en parallèle avec dans l'univers professionnel, c'est exactement la même chose. Comment transmettre des compétences, transmettre des savoirs sans bourrer le crâne des collaborateurs. Et donc sur eDiversity, on travaille donc en open source où on intègre à la fois des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes, des citoyens et des étudiants. C'est-à-dire que moi, comme le disais tout à l'heure, je suis sur Massy. Donc l'écosystème du plateau de Saclay, c'est qu'il y a une forte richesse au niveau académique. On en voit ici la présence. On a une forte richesse au niveau des entreprises. On a une forte richesse au niveau des écoles et des étudiants. Et bien évidemment des citoyens et des artistes. Et donc ça me paraissait absolument
absolument important de pouvoir justement intégrer l'ensemble des piliers avec leurs aspérités, avec leur façon de regarder, leur façon de voir, pour en faire comme un peu un système en mode résidence de la Villa Médicis. Et donc ça, c'est le moyen qu'on utilise pour élaborer ces kits d'expérimentation qui se veulent extrêmement pratiques et qui seront, dans la vocation première, auront en première phase d'être en open source. Donc le projet aujourd'hui regroupe l'université Paris-Saclay, il regroupe bien évidemment BNP Paribas, il regroupe Ericsson, il regroupe l'APEC, il regroupe la mairie de Massy, la communauté d'agglomération, donc, et d'autres entreprises dont je ne peux pas forcément parler. Et pour moi, il n'y a pas d'opposition avec l'intelligence artificielle. Je pense que le 21e siècle ne sera pas le 21e siècle ne sera pas celui de l'intelligence artificielle, mais bien de la révolution de l'intelligence humaine, mais intégrée et valorisée aussi par le biais de l'intelligence artificielle. Et pour moi, être capable de valoriser et d'identifier ces potentiels, c'est tout aussi important que les plans de recherche sur l'intelligence artificielle. Voilà. Deux questions sur décrire qu'est-ce qui se passe dans ces bulles expérientielles concrètement, et comment vous mesurez finalement le taux d'engagement ou pas. Est-ce que c'est là pour détecter des profils ou c'est pour expérimenter une forme? Sur le taux d'engagement, en gros, on a une méthode assez simple aujourd'hui, qu'on va complexifier, mais qui est ce qu'on utilise assez fréquemment en entreprise, qui est le Net Promoting Score. C'est-à-dire après le Net Promoting Score, c'est-à-dire qu'après chaque workshop, chaque atelier, on fait une évaluation de savoir est-ce que parmi les gens qui étaient là, il y avait plus d'ambassadeurs, de gens qui n'ont pas forcément d'avis, ou de détracteurs. Et ça, ils répondent à des questionnaires Ouais, tout à fait. Ouais. On a créé un propre questionnaire sur les 12 formes d'intelligence. Et à la fin de chaque atelier, on voit si c'est un atelier qui a plutôt promu des ambassadeurs. Et donc là, on est dans la notion de plaisir. Sur l'engagement, on travaille dessus. Et ces ateliers, donc une bulle, c'est un atelier, il y a quelqu'un qui anime, c'est des vidéos, c'est des exercices. C'est des exercices. On a déjà répertorié plus de 70 exercices. Qui vont dans chacune des formes d'intelligence, donc les 8 de Howard Gardner, plus l'intelligence émotionnelle qui est liée à l'intelligence intra et inter, plus l'intelligence de créativité, parce que vous avez des recherches actuelles qui sont sorties en début d'année sur les spécificités de l'intelligence de créativité avec des zones du cerveau, avec un Américain entre autres, mais on s'inspire aussi beaucoup d'Olivier Houdet, et avec qui on échange. Et l'intelligence, créativité, différence. Alors celle-là, c'est celle où il y a le moins de recherche, on va être extrêmement clair, mais sur lequel c'est quand même un peu une intuition. C'est aujourd'hui en France, on a un peu un tropisme, c'est que quand on veut parler de quelque chose comme l'autisme, très souvent il est émergé sous forme de handicap. Nous, l'idée, c'est que l'autisme, on peut le voir aussi comme un potentiel. Pas toutes les formes autistiques, qui peuvent des fois être extrêmement difficiles, mais même celle-là, c'est de voir de façon peut-être, naïve, mais avec cette profondeur d'âme, c'est de voir que l'intelligence de l'autisme est bien réelle. Et si je sors de l'autisme, c'est la même chose au niveau de l'handicap. Les gens qui ont et qui vivent un handicap sont aussi, et c'est ça qui est intéressant de promouvoir, intelligents. Et à la fin, vous pouvez tous, et vous êtes tous, posé un jour la question de comment je suis différent. Et c'est cette différence qui fait qu'on a notre singularité, et que cette singularité, elle va nous pousser à dépasser des choses.
Donc, et la dernière, c'est l'intelligence du cœur, c'est celle qui nous donne du sens. Beaucoup l'appellent l'intelligence de spiritualité, mais comme on ne veut absolument pas rentrer dans le champ des religions, on l'a appelée l'intelligence du cœur parce qu'elle parle de sens, mais aussi comment tout ça nous relie à l'humain et au vivant au sens très large du terme. Donc c'est plutôt un espace pour essayer de se 400 mètres reconnaître. carrés qui sont dédiés à ces expériences. Et donc on se profile. C'est pas tant apprendre des choses que se comprendre. Non, c'est vraiment expérimenter. Expérimenter en étant comme un enfant, c'est-à-dire sans savoir, pour ceux qui sont en phase d'apprentissage de connaissances, d'acculturation, et après progressivement de pouvoir faire des exercices en fonction de là où on est. Et le concept est extrêmement simple, on ne cherche absolument pas l'effet wow, on cherche juste des choses à faire concrètement. Et il y a des choses extrêmement basiques, je vais vous donner, rien que de toucher la main de quelqu'un est une expérience qui peut être très enrichissante. Et on fait un flot d'expériences au quotidien. Là, quand je vous parle, j'ai énormément d'expériences et c'est comment arriver à sortir l'expérience singulière pour pouvoir justement la reconnaître. Et là, on a beaucoup d'outils qui, à travers l'intelligence émotionnelle, qui nous permettent de reconnaître là où on ressent de la joie, là où on ressent un peu de la tristesse, ou là où on va ressentir de la peur. Donc c'est extrêmement concret. Donc on a créé des ateliers avec des spécialistes. On a parmi l'ensemble des équipes des docteurs en sciences cognitives. On est en train d'élaborer un comité scientifique aussi pour justement avoir cette rigueur académique. Et l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir absolument pas figer une méthode dans un temps donné, mais bien de l'inscrire dans la dynamique, exactement comme les recherches en neurosciences, c'est-à-dire que vous savez, il y a pendant pas mal de temps eu cette idée de cerveau droit, cerveau gauche. Les dernières recherches en matière de neurosciences mettent l'accent sur le fait que ce qui est extrêmement important, c'est comment elles communiquent toutes ensemble. Et donc, c'est pas graver les recherches dans le marbre, mais plutôt voir comme quelque chose d'évolutif. Question sur cette... Oui. Bien sûr. Alors, on est là, on est en ce moment en train de constituer justement le brief, et on a trois hypothèses. Utiliser les datas, en effet, à travers, on va appeler des outils de machine learning, pour pouvoir orienter la personne dans tel type d'exercice, parce que l'idée, c'est de sortir des processus d'assessment et de faire ça de façon régulière et ludique. Et l'autre technologie sur laquelle on est en train de beaucoup réfléchir, c'est plutôt la blockchain. La blockchain, parce qu'elle nous permettrait vraiment d'identifier l'ensemble des éléments du parcours et des contributeurs à l'expérience. Donc, pour l'instant, pour être très clair, on est en phase d'élaboration du brief de l'appli. Voilà. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour donner des orientations. Mais ça sera qu'une partie du programme, puisque les kits d'expérimentation seront vraiment en accès libre, en open source, et l'idée, c'est que partout dans le monde, quand vous avez accès à ce kit d'expérimentation, vous pouvez la faire chez vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de pouvoir faire cette expérience
chez soi en toute simplicité. Alors, le kit d'expérimentation dit d'acculturation de premier pas sera en accès totalement libre. Et donc, si quelqu'un veut se l'approprier pour le mettre à l'école, oui, bien évidemment. Ouais. C'est les kits qu'on va appeler contributeurs et développeurs, où là, on réfléchit comment accompagner les gens, justement. Peut-être pour zoomer un peu du coup à nouveau sur l'intelligence artificielle. Suzanne, donc quand vous avez décrit les recherches sur ces comparaisons, donc on voit qu'il y a ces corpus, qu'on identifie des modules de comparaison et comment elles sont comprises et la diversité des dispositifs. Alors, deux questions. À la fois, vous ne travaillez pas que là-dessus, vous avez peut-être d'autres exemples. Vous m'avez parlé de recherche actuellement là, à Saint-Étienne, en élargissant un peu le périmètre. Et la deuxième question, très différente, on voit comment, à travers l'outil que vous avez décrit, on va pouvoir peut-être mieux comprendre ces mécanismes, ou que les élèves ou que les classes qui seraient à travers cet outil apprendraient à mieux les connaître. Néanmoins, on travaille sur l'identification d'un corpus. La construction de la comparaison, la construction de toutes ces figures linguistiques sont aussi des modes d'apprentissage. On a en maths un chercheur qui s'appelle Emmanuel Sanders qui travaille sur l'analogie comme mode important d'apprentissage, y compris de l'arithmétique et de la géométrie. Si on essaye d'aller un cran plus loin à partir de l'outil et des recherches que vous avez fait sur la comparaison, est-ce que vous voyez des transpositions possibles ou d'autres formes d'outils qui pourraient être utiles dans les écoles, pour l'enseignement, etc. Donc à la fois d'autres questions que la comparaison ou l'étape d'après, l'identification simplement d'un corpus et de figures de style dans un corpus. C'est vaste comme question. Oui. Alors, donc je vais peut-être d'abord répondre à la première sur Oui. mes recherches actuelles, Voilà. c'est beaucoup plus simple. Donc, comme je l'ai dit au début, donc je travaille principalement dans ce qu'on appelle les humanités numériques. Donc, c'est, pour faire simple, appliquer les outils informatiques en fait aux sciences humaines et sociales. Donc, moi, je travaille principalement sur les textes, donc la fouille de données. Et actuellement, donc, je suis sur un projet qui rassemble différents instituts de Lyon et de Saint-Étienne pour restituer les ambiances sonores de certains quartiers de la ville de Lyon au XVIIIe et XIXe siècle. Donc, par exemple, les canuts, ce genre de choses, comment les quartiers ont évolué. Et donc, il s'agit donc d'avoir d'une part une restitution, une reconstruction 3D donc, de ces quartiers-là, mais c'est surtout l'accent sur le son, que les gens découvrent vraiment comment les gens vivaient à cette époque, ce qu'ils entendaient et comment les bruits ont évolué avec l'industrialisation, les changements dans les quartiers, ce genre de choses. Donc l'idée est donc que, donc il y a eu un projet déjà comme ça qui s'est fait sur Paris, qui a pris une dizaine d'années. Donc l'idée est de pouvoir automatiser tout ça, donc pas que le chercheur ait à lire les données et à dire ok, ici on dit il y a des chevaux qui passent, il y a des ménestrels qui chantent, il y a des chiens qui aboient, c'est de pouvoir réellement le faire automatiquement et combiner les données. Donc c'est ce sur quoi je travaille actuellement. Après, en ce qui concerne la deuxième question. Donc, effectivement, bon, d'une part, pour ce qui est effectivement collecte de données, c'est assez commun en informatique parce comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir vérifier les algorithmes, pouvoir dire j'ai fait un algorithme qui détecte, peu importe, les comparaisons, qui détecte les synonymes ou voilà, qui peut prédire le prix, je sais pas, du riz, ce genre de choses. Il faut pouvoir avoir des données à noter. Généralement, on fait appel à il y a des plateformes qui existent pour ça, pour le crowdsourcing. Effectivement, il y a le problème de motivation, ce qui fait que très souvent, la plupart des chercheurs étant aux États-Unis,
ils utilisent la plateforme d'Amazon, qui est payante, ce qui fait qu'effectivement, il y a un rendement qui est beaucoup plus important que ce que nous avons, par exemple, sur notre plateforme, qui est complètement gratuite. Au niveau des figures de style, il n'y a pas beaucoup de travaux. Il y a un campus comparable en anglais qui a été fait sur les métaphores à l'université d'Amsterdam, mais là, c'était les membres du projet qui ont annoté les données. Donc, ils ont dit, OK, on va annoter une partie, donc ils ont pris le British National Corpus, on va annoter une partie, et on va dire, ça c'est une comparaison, et après on fait des consensus, etc., etc. Pour ma part, avant de me lancer dans la plateforme, j'avais fait appel à des enseignants de français, mais qui ont commencé à noter les textes, mais après qui ont noté des textes différents, puis il y avait des questions la question de la motivation, la question de temps, donc finalement on a préféré abandonner cette méthode-là. Maintenant, ma question, c'était oui. un peu, je vois, on a des recherches en maths là-dessus, quand dans un premier temps, on va observer des mécanismes avec cette annotation de texte. On va en déduire finalement un fonctionnement des mécanismes. Est-ce qu'on peut passer des observations issues des recherches que vous avez faites là-dessus à de l'enseignement ? À se dire, du coup, pour bien comprendre, bien expliquer la comparaison ou la métaphore ou la différence par rapport à toute forme de figure de ressemblance, là, vous n'aviez pas connaissance de travaux qui fassent cette transposition entre des observations. J'évoquais tout à l'heure ce travail à l'INRIA de Bordeaux sur des opérations, soustraction, addition, et du coup, c'est la somme des différentes opérations qui sont faites par les élèves qui détermine du coup, un petit peu comme dans le lab, des profils de parcours gagnants. On voit que finalement, la comparaison serait mieux comprise si elle était expliquée de telle ou telle forme, de la même manière que l'addition ou la soustraction est mieux comprise si on passe à travers tel ou tel type d'exercice. Ça, c'est pas encore des choses qui arrivent. Ça, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Non, ça, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Parce que ce qu'on peut faire, par contre, c'est peut-être on peut détecter ceux qui ont du mal à comprendre. Oui. Parce qu'effectivement, quand ils remplissent, quand un volontaire remplit les choses sur la plateforme, déjà on peut par exemple quantifier les erreurs par rapport à la majorité. On peut voir le temps que les gens mettent pour répondre. On peut voir ce genre de choses ou peut-être des choses qu'ils n'ont pas voulu. Voilà. Donc c'est plus ça qu'on peut détecter pour l'instant et éventuellement en tirer des données pour pouvoir voir comment on peut ajuster certaines choses. Mais non. Du côté de Neurospin, des sciences cognitives, vous voyez arriver comme ça de l'intelligence artificielle, des analyses de data de façon un peu massive qui vont pouvoir nourrir les recherches, ou c'est encore deux mondes un peu parallèles, ou comment vous voyez les choses ? J'ai pas encore trop connaissance de ce genre de choses, mais je pense que ça se fait. Il y a des partenariats qui sont faits notamment avec Facebook, la partie intelligence artificielle de Facebook. Il y a des chercheurs qui travaillent en collaboration avec eux. Donc je pense que c'est quelque chose vers lequel Neurospin tend. Est-ce qu'il y a quelques questions encore avant que je vous rende votre liberté ? Je vous en prie. Alors non, c'est pas forcément sur l'échec scolaire. Non, c'est vraiment imaginer quand même principalement ces 40 dernières années, en France en particulier, mais beaucoup en Europe, on a mis un accent sur l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Et de valoriser les autres formes d'intelligence, c'est une façon de dire à ceux qui ont pas l'intelligence logico-mathématique ou l'intelligence linguistique les plus développées au début, de pouvoir se retrouver ailleurs et de trouver leur juste place dans la société. Et notre conviction profonde, c'est que quand on travaille une forme d'intelligence, mais c'est qu'une conviction, et donc on n'est qu'au début des travaux, c'est que quand on
travaille une intelligence, on enrichit la précédente et on potentialise la prochaine. Je vais vous dire une chose, c'est que je crois profondément qu'en France, il nous manque aussi de continuer de cultiver le droit à l'erreur et le droit à l'échec. On a encore énormément à apprendre de ça. Parce que c'est la voie royale pour réussir. Plus on échoue et plus on a de probabilités de réussir à un moment donné. Sauf qu'en France, on a coupé ça parce que à tous les échelons, dès que vous avez un échec, quasiment vous n'avez pas le droit de seconde chance. Et il y a même des écoles qui s'appellent les écoles de la seconde chance. L'idée, c'est pas être uniquement que dans le mode éducatif, mais aller aussi sur le mode de la formation. Je m'explique. Les cycles sont vraiment en train de se raccourcir. C'est ce qu'on constate depuis quelques années. Et pour pouvoir accompagner l'évolution de ces cycles, c'est-à-dire accompagner le rythme des changements, plus on donnera la possibilité à chaque individu d'avoir l'état de l'art le plus précis sur la typicité de son intelligence, plus il aura une place qui lui convient dans cette société. Et moins on fera de gens en échec. C'est une croyance. Et donc là-dessus, c'est que ma vision. Mais ce que j'ai constaté avec mon expérience, c'est qu'on a un don en France pour gâcher le potentiel des individus qui est incroyable. Je crois profondément qu'on gagne à s'enrichir vraiment de la différence des autres et non pas d'en avoir peur. On nous a inculqué la peur de l'autre, là où on devrait voir l'autre comme une richesse d'enseignement. Et pas comme une curiosité, mais aussi pour soi. Quand je dis curiosité, c'est au bon sens du terme. C'est-à-dire que quand on est dans une interaction profonde avec l'autre, forcément on s'enrichit. Et là, je suis en train d'interagir avec vous, mais cette interaction, vous pouvez avoir la même au niveau de la nature. Là, par exemple, j'accompagne une start-up qui est dans l'univers du handicap, sur les prothèses. Et aujourd'hui, il faut savoir que si vous voulez avoir une prothèse qui fait le déroulé naturel du pied, elle coûte à peu près 15 000 €. Et encore, les gens qui l'ont n'ont pas cette sensation du déroulé. Cette start-up, elle a complètement cassé les codes en se réappropriant la nature à travers le biomimétisme. Zéro électronique, que de la mécanique, que du biomimétisme. Le coût a été divisé par plus de 1000. Et avec une prothèse, quand la bêta-testeuse l'a testé, tout ça fabriqué dans un Fab Lab, elle a été d'une grande émotion parce qu'elle a dit d'avoir retrouvé le déroulé de son pied. Et pour moi, plus on observe ce qui se passe, notre environnement, plus on s'enrichit. Et même, je suis persuadé que l'intelligence logico-mathématique très développée en France, elle s'enrichirait des autres intelligences et on gagnerait vraiment sur tous les échelons. Parce qu'il y a moi, je vais vous donner un ressenti, mais qui sort à peu près du cadre d'ici. La place des nounous en France, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent de nos enfants dès les premiers âges, est absolument mal valorisée. C'est juste incroyable le prix qu'on les paye et le rôle qu'on leur donne. Alors, ça me parle aujourd'hui parce que mon fils a 2 ans et demi, mais je suis sûr que parmi vous, le nombre d'expériences de nounous toutes sauf autre chose que des nounous, et ben c'est à mon avis quand même un enjeu aussi important que celui de l'enseignement. 200% d'accord. La capacité qu'on a eue à rompre le lien avec les personnes âgées et de dire qu'entre guillemets, on ne sert à la société que lorsqu'on a 20 ou 40 ans et qu'après ou avant, on n'est pas forcément d'une utilité, je suis 200% d'accord.
Là, mais ça, c'est la même question pour toutes les innovations. C'est-à-dire comment l'humain, parce que tout ça est dans sa main. Moi, j'ai travaillé avec quelques startups qui sont dans l'intelligence artificielle, et vous avez des gens qui sont d'une déontologie absolument incroyable, et d'autres qui ne le sont pas. Mais ça, malheureusement, c'est là où le régulateur public a un rôle important. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, pour moi, de ce que j'en connais et de ce que je vois émerger aujourd'hui, on est encore très, 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 très loin de l'intelligence humaine. C'est beaucoup de spécialisation dans des domaines où, en effet, ils peuvent dépasser les compétences d'un être humain dans un domaine précis, mais on n'est pas du tout dans la complexité de l'intelligence humaine. L'idée n'étant peut-être pas de joindre cette utopie tout de suite. L'idée, c'est de... Mais Suzanne a peut-être... Là où on arrive à dire des choses qui aident, que ce soit gagner au jeu de Go ou aider à apprendre les additions avant de concevoir de la métaphysique, je sais pas. Non, mais je suis tout à fait d'accord qu'on est très très loin d'égaler l'intelligence humaine et que réellement il s'agit, de toute façon là quand on parle d'apprentissage, de deep learning, il s'agit vraiment d'entraîner un algorithme à reconnaître des expressions faciales, ce genre de choses dont il reconnaîtra que ces expressions faciales, etc. Il ne fera pas autre chose que ça. Donc, et après, il faut voir jusqu'où ça arrive. Parce qu'en fait, il ne peut aller que sur ce qu'il a entraîné. Donc, une fois que vous le sortez du cadre de ce qu'il a vu, des fois, oui, il peut prédire, mais des fois, il peut prédire correctement, comme ça peut être totalement erroné. Donc, je pense que oui, effectivement, on est très très loin de remplacer. Et que l'idée, en fait, surtout en ce qui nous concerne, nous, chercheurs, on voit plus ça comme un outil et d'essayer d'automatiser dans certaines disciplines. Mais l'idée n'est pas de remplacer les chercheurs et de dire, OK, on va mettre des machines et voilà, quoi. Non, mais... l'adresser avec des notions et construisons cet arbre pour savoir quand on une certaine compétence. Alors, pour moi, aujourd'hui, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur ça, et partout dans le monde. C'est un peu un Graal, parce que la transmission du savoir, ça a toujours été un problème. C'est-à-dire qu'on commence beaucoup d'expériences, tous les 10 ans, on fait toujours des mêmes expériences. Alors après, il y a des théories qui disent qu'il faut toujours refaire aussi des expériences parce que les conditions de l'environnement ne sont pas les mêmes. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Typiquement, moi, il y a énormément d'entreprises qui travaillent là-dessus, des grosses et des petites. Vous retrouvez ça chez IBM, vous retrouvez ça chez Facebook, vous retrouvez ça chez Google. Chez Newton dans l'éducation, une boîte qui fait que de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation.
Et j'aurais un petit mot à ajouter, mais je vous laisse terminer. Et nous, ce qu'on essaie de le faire, c'est de le maqueter. C'est-à-dire que notre parti pris, et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des thermomètres qu'on est en train d'identifier, c'est aussi le but de cette expérimentation, c'est de voir comment, à chaque étape, dans une timeline d'un apprentissage, il y a des moments où on a comme des pics d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est aussi des courbes, il y a des moments où on est apte pour recevoir le savoir, et des moments où on n'est pas apte. On sait qu'au bout de 45 minutes, typiquement, lors d'une conférence, plus personne ne vous écoute en règle générale. Donc, et ben ça, dans la courbe de l'apprentissage, c'est la même chose. Et donc, ce qu'on essaie de définir, c'est un peu des tags, en effet, en lien avec l'intelligence émotionnelle, mais aussi des sensations physiques, comme la fatigue, le chaud, le froid. Et en partant, nous, pour le coup, on part de zéro, et c'est pour ça que je parle de maquettage, de prototypage. Une remarque du coup sur cette question de la modélisation, c'est-à-dire qu'on voit comment l'intelligence artificielle a besoin de modélisation pour essayer d'expliquer des dispositifs, et c'était votre question des arbres de la connaissance, comment on peut modéliser sous forme d'arbres la connaissance. Je ne sais pas si vous avez lu un roman qui s'appelle Le nom de la rose. En fait, c'est une querelle qui est ancestrale dans la philosophie, c'est la querelle du nominalisme, c'est est-ce qu'il y a des arbres derrière le réel, avec des concepts, ou est-ce que c'est une pure invention de l'humain? Et donc là, les gens ne sont pas d'accord. Et du coup, même dans l'intelligence artificielle, il y a celle qui va essayer d'avoir l'arbre des maths, en disant en fait il est indispensable de connaître cette notion avant d'aller à la suivante, et d'autres qui vont vous dire, un peu vers les intelligences émotionnelles, ce n'est pas les mêmes arbres pour tout le monde. Donc vous allez avoir des offres de ressources pour l'éducation qui vous enchaînent comme ça dans des arbres, et puis d'autres qui vont détecter quels sont les parcours faits par les élèves, et on va voir que ces élèves-là, c'est cette forme d'arbre ou d'enchaînement d'exercices qui leur fait comprendre l'addition, et d'autres, c'est d'autres. C'est des débats aujourd'hui au sein de la science. À la fois, on a dit au départ, nous, on s'appelle Evidence-Based, c'est Evidence-Based Education, c'est un courant qui dit l'éducation fondée sur les preuves. Enfin, des preuves arrivent du côté des neurosciences, etc. Mais comme vous l'avez tous dit, l'expérience pédagogique de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi une autre forme d'approche de sciences de l'éducation. Et donc ces deux domaines convergent, mais en fait, il n'y en a aucun qui gagne. Il y en a qui ont des preuves un peu plus étayées, un peu plus convaincantes, un peu mieux outillées, pour essayer d'expliquer. Mais voilà, je crois qu'il n'y aura pas un arbre des mathématiques ou un arbre. En plus, c'est différent suivant les cultures, les langues, les époques. C'est des choses qui évoluent un peu constamment. Néanmoins, on peut modéliser. C'est un des travaux de l'intelligence artificielle. Eh bien, même si cette modélisation évolue, c'est un effort pour aider à la compréhension. Dans Le nom de la rose, en fait, il dit la science, c'est un filet qu'on jette sur le réel. Donc, on cherche à avoir des mailles du filet plus étroites pour attraper un peu plus de réel et comprendre comment il est fait, mais le réel passe toujours au travers les mailles du filet, etc. Juste cette petite... Voilà, on avait jusqu'à midi, on a dépassé de 10-12 minutes, il y avait des gens qui avaient des conférences à 12 heures, mais on n'est pressé par rien, donc s'il y a des dernières questions, on peut les prendre, mais a priori, on a rempli la mission. Je ne sais pas si ça satisfait les différentes questions que vous avez. Alors c'est parfait. Merci à tous. Merci.